Qu'y a-t-il dans cet objet qui se révèle au fil des jours comme étant l'un des principaux obstacles, l'une des principales entraves à cette offensive ukrainienne pour récupérer ces territoires? Oui, la réalité apparaît. On imaginait une guerre technologique. Au fil des jours, on comprend que ces murs, ces océans de mines sont en train de devenir, et c'est ce que révèle aussi l'examen de ces premiers jours, sont en train de devenir l'obstacle, peut-être pas l'obstacle majeur, mais un des obstacles majeurs à cette avancée ukrainienne. C'est ce que nous allons expliquer maintenant parce qu'on prend conscience de l'étendue des champs de mines. On savait que ça existait. Les derniers chiffres qui viennent d'être publiés montrent qu'on était bien largement au-dessous de la réalité. Y a-t-il une solution pour l'armée ukrainienne? Comment fonctionnent précisément ces mines? Ce sont les questions qu'on va poser. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et au nom de toute l'équipe, très joyeux anniversaire. Merci beaucoup David. Merci. Justine change de décennie. Aujourd'hui, j'en dirai pas plus. Ah, on n'en dit jamais. Donc c'est très sincère, Justine. Merci David. Bien, alors d'abord, posons le tableau. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette arme-là, la mine anti-char, est peut-être celle qui a fait le plus de mal à l'Ukraine depuis le début de l'offensive la semaine dernière? Eh bien parce que c'est l'une de celles qui a bloqué les attaques et infligé de gros dégâts. Regardez, c'était lundi dans la région de Zaporijia, l'un des axes de cette contre-offensive. On est à bord d'un véhicule militaire de transport ukrainien. L'équipage ne le sait pas, mais ce champ est miné. Tout à coup, l'engin explose. Il vient de rouler sur une mine. Les occupants se retrouvent alors dans une boule de feu et dans un nuage de poussière. Regardez aussi ce char Léopard 2. Hors d'usage, dégâts caractéristiques d'une mine, il n'y a plus de chenilles, elle a explosé, le char n'avance plus, là encore c'était à Zaporijia. Même constat sur un autre axe de l'offensive, cette fois dans la région de Donetsk. On est à bord d'un char ukrainien qui en suit 3 autres. Ils ne savent sans doute pas que le champ est miné. Une première explosion, puis une deuxième quasiment simultanée, puis une troisième et enfin une quatrième qui touche cette fois le char équipé de la caméra. Le convoi est immobilisé, c'est l'échec. Et des scènes comme celle-ci, on en a vu d'autres. Oui, le minage russe aux abords du front fait très mal à l'armée ukrainienne en ce moment. Les Russes l'ont bien compris. Ils continuent d'ailleurs en ce moment même à miner le sol de ces engins. C'est ce que montrent ces images qui ont été publiées hier par un blogueur militaire russe. C'est l'une des premières fois que l'on découvre cet étonnant engin lanceur de mines. Les Russes l'appellent le Zemledeliye. À l'intérieur de chacun de ces missiles, des mines anti-chars qui sont libérées en grappe pendant le vol pour piéger en quelques minutes un champ entier. Une salve peut envoyer jusqu'à 600 mines à 15 km de distance. Autre procédé plus classique, ce véhicule blindé russe quadrille un champ en plantant sur son passage des mines anti-chars dans le sol tous les 1 ou 2 mètres environ. Et ces dernières heures, des informations ont filtré sur la gigantesque étendue de territoire qui a été minée par les Russes et qui est peut-être encore en train d'être minée. Effectivement, c'est massif. D'après le journal Le Monde, qui reprend des informations des états-majors occidentaux, quelques 170 000 km² seraient aujourd'hui couverts de dispositifs anti-chars et anti-personnel, soit l'équivalent de 6 fois la superficie de la Belgique. Ce chiffre est tellement énorme qu'on a peine à y croire. Cela représente 28% du territoire ukrainien, 28% du territoire ukrainien piégé. Précisons que certaines de ces mines ont également été posées par les Ukrainiens eux-mêmes au début de la guerre dans le Donbass en 2014. Aujourd'hui, l'Ukraine est donc l'un des pays les plus minés du monde. Bon, voilà pour le tableau général. Maintenant, essayons de comprendre. D'abord, comment ça fonctionne une mine anti-char, Justine ? Eh bien, regardez, une mine anti-char, en voilà une. Pour être bien précise, c'est une reproduction à l'exact identique. Elle vient de chez l'un des grands armuriers parisiens. Et Didier François, que l'on connaît bien ici, nous l'a confirmé. Il s'agit d'un modèle de la Seconde Guerre mondiale. Et cette mine, elle est conçue en 2 parties. La première, elle est à l'intérieur, ici, où on va mettre la charge explosive ou du TNT. C'est cette partie que vous la voyez là, ici, tout autour. Et puis, il y a la partie du dessus, la galette, qui va déclencher l'explosion. Elle est donc réglée pour des véhicules lourds. Pour être précise, à partir d'une pression de 150 kg sur cette partie-là, le détonateur va déclencher l'explosion. Pour mémoire, un char léger pèse environ
16 tonnes, un char lourd pèse une cinquantaine de tonnes. Ces engins, on l'imagine, sont donc très sensibles. Voilà maintenant le modèle qui est enfoui aujourd'hui par les Russes. C'est le même mécanisme, la technologie qui est utilisée aujourd'hui a très peu évolué. Bon, dernier point, vous avez des images à nous montrer sur les manœuvres, les opérations que les Ukrainiens devront faire pour traverser ces champs de mines. Oui, ils ont à leur disposition deux grands moyens. D'abord, les missiles anti-mines. Cela peut paraître surprenant, mais regardez, ce missile qui file dans le ciel, c'est bien un système de déminage. Il envoie une corde avec des charges explosives sur les champs de mines. Et lorsque ces charges explosent, vous allez le voir, elles déclenchent les mines au sol sur de grandes superficies. Déminage brutal, mais très efficace, paraît-il, parce que quelques salves de missiles pourraient ainsi déminer toute une plaine. Le second moyen, ce sont les véhicules du génie. Voilà comment ça fonctionne. C'est une sorte de tracteur blindé. Ce rouleau de métal que vous allez voir pousse devant lui. Il pousse la terre devant lui et il pèse des tonnes. Et en appuyant sur le sol, eh bien, il fait exploser les mines. L'engin est protégé par ce genre de grande pelle qu'il pousse sur le devant. De quoi déblayer effectivement un passage pour les chars et pour l'infanterie. Merci Justine. Il faut rentrer un peu dans la technique pour bien se représenter le défi auquel les Ukrainiens font face. D'abord, 170 000 km² minés. Alors, on imagine qu'il n'y a pas des mines tous les 2 mètres. Mais enfin, 170 000 km² minés, c'est une opération qui dépasse de loin même ce qu'on avait imaginé, non François ? Non, les mines sont un élément majeur de la guerre moderne, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. Et en ce qui concerne la superficie, écoutez, pensez un peu au nord de la France. Vous avez chaque année, encore aujourd'hui, plus de 100 ans après la Première Guerre mondiale, vous avez plus de 300 tonnes d'explosifs divers. En général, c'est des obus plutôt que des mines, qui remontent à la surface. Autrement dit, la guerre, pour peu qu'elle dure, et dans le cas de l'Ukraine, vous l'avez rappelé, elle dure depuis 16 mois, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça laisse comme cochonnerie. Et exemple pratique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, la fameuse bataille du désert, Rommel contre Montgomery, où pendant 3 ans, ça allait et venait du côté du Sahara. Cette guerre, on se la figure toujours avec des chars d'assaut, de l'artillerie, ça va très vite. Mais en fait, c'était une guerre qui était modelée, l'espace de la bataille était modelé par l'usage des mines. Et aujourd'hui, en Libye et en Égypte, vous avez des dizaines de milliers de kilomètres carrés qui sont encore infranchissables à cause des mines qui ont été posées du temps de Rommel et de Montgomery. François, on a l'impression que les Ukrainiens sont pris au dépourvu par l'ampleur de ces champs de mines. C'est aussi la vôtre ? Non, je pense que c'est typiquement le genre de choses à laquelle on doit s'attendre, et les Ukrainiens étant compétents, je pense, s'y attendaient. La question est de savoir s'ils avaient suffisamment d'engins adaptés à la situation. Comme ceux qu'on découvre. On a vu ceux-là, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à ceux qui ont été utilisés par les Britanniques en 1944 sur les plages du débarquement. Ça a très peu évolué, en fait. Ah, ça a très peu évolué. Hein. Quand vous avez un truc très ancien qui marche, vous continuez à l'utiliser. Hein. C'est vrai dans le domaine de la défense, comme dans d'autres domaines. Les Ukrainiens ont besoin aussi d'engins de récupération des blindés immobilisés, parce que vous avez vu le Léopard 2, au vu des images, il a perdu un morceau de chenille. Qu'à cela ne tienne, vous mettez de nouveaux éléments sur la chenille, vous donnez quelques coups de marteau, et hop, le truc repart. Mais pour ça, il faut que vous récupériez le char, il faut que vous puissiez le réparer de façon sommaire. C'est un élément très très important dans la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque 2 adversaires étaient à peu près à égalité, c'était parfois celui qui avait le plus d'engins de récupération. Qui s'en sortaient mieux. Donc c'est un élément très important, et les indispensables en ont très bien parlé, mais c'est un élément, j'allais dire, basique, standard,
de l'offensive que chacun attend, espère ou redoute, hein, suivant... On va faire tourner la parole, mais d'un mot, vous pensez que ça n'est pas infranchissable? Vous pensez que... Comme toujours, ça dépend des rapports de force. Est-ce qu'il y a suffisamment d'engins anti-mines? Est-ce qu'il y a suffisamment d'engins de récupération? Est-ce que la météo facilite les choses ou pas? Parce qu'évidemment, s'il pleut beaucoup, ça ralentit la mobilité, mais en même temps, ça découvre les mines. Ah oui, s'il pleut des cordes, les mines affleurent à la surface. Vous avez d'ailleurs vu des images, ici sur ce plateau, des mines qui ont été découvertes avec les eaux du barrage explosé. On va les revoir. Du côté de Kakhovka. Vous voyez tout d'un coup, on voit les mines qui affleurent à la surface alors qu'elles avaient été enterrées. Donc, il n'y a pas de réponse univoque à votre question. Ça dépend, là encore, du degré de préparation et du rapport de force des adversaires sur le terrain. Oui, Isabelle. Très dur. Hein. Qu'est-ce qui vous... Non. Moi, en fait, c'est un obstacle et c'est aussi un ralentisseur de contre-offensive, hein, parce que soit ça empêche les Ukrainiens de franchir la ligne, enfin en tout cas au moins en attendant qu'ils aient dégagé le terrain, soit ça les entraîne dans un chemin, soit les Russes les entraînent ainsi dans le seul chemin libéré, et là ils se font attaquer par les Russes. Donc c'est vraiment un obstacle. En fait, cette offensive est attendue, notamment par les Occidentaux, depuis des mois. Probablement jamais aucune offensive n'a été aussi attendue. Et on s'aperçoit au premier véritable obstacle de la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y aura probablement pas de blitzkrieg ukrainien. La guerre va durer, elle va durer sans doute longtemps. Et certains aujourd'hui pensent même qu'elle va durer plusieurs années. Donc là, on est vraiment au tout début de la contre-offensive. Alors, parce qu'on a beaucoup entendu que actuellement on était dans une phase de test de ce front et des tests des positions russes, et que dès lors qu'on percevait une faiblesse, là il pourrait y avoir un blitz. Non mais probablement, de toute façon on ne connaît pas les plans d'attaque des Ukrainiens, et bien entendu, et heureusement, les Ukrainiens depuis le début de la guerre ont su être très imaginatifs, prendre l'ennemi à revers, attaquer là où on ne les attendait pas, ou du côté opposé des signes qu'ils donnaient. Donc on ne peut pas savoir. Mais ça donne quand même un avant-goût. Les Russes se préparent à cette contre-offensive depuis 2 très longs mois. Et ils s'y préparent ils ont fortifié les lignes de front, ils ont miné tout ce qu'ils pouvaient miner, et ça va quand même être assez compliqué. À moins d'un effondrement, bien entendu, de l'armée russe ou du pouvoir politique à Moscou, que personne ne peut non plus exclure. Mais on ne va pas se débarrasser du problème comme ça dans les semaines qui viennent, et cet obstacle des mines vient nous le rappeler. Vincent, est-ce que vous vous attendiez à ce que l'arme du pauvre, cette mine qui n'a pas bougé depuis un siècle dans sa technologie, puisse être aujourd'hui un des défis principaux qui se posent à cette armée ukrainienne? Vous vous souvenez sans doute, David, que l'une de mes rengaines favorites depuis le début de cette agression, c'est-à-dire que nous vivons à la fois une guerre d'avant-hier et une guerre d'après-demain. C'est les grenades à main et les mines soviétiques, et c'est par ailleurs les drones sophistiqués et le cyber et le satellite. C'est l'illustration parfaite de ce postulat. En plus, ce que vous tenez entre les mains me rappelle un souvenir cuisant qui date d'il y a une trentaine d'années. Je sortais de Sarajevo avec notre ami et confrère Nicolas Poincaré, et nous avons échappé à une mine antichar de cette nature grâce à une embardée salvatrice à peu près 2,50 m de la mine, qui était recouverte par une légère pellicule de neige. Sinon, sur je la ne serais route. pas là Elle était pour sur vous la en route. parler en sortant de Sarajevo. Je me souviens très bien de cette route qui menait à Split, si je ne m'abuse. Voilà. C'est par là qu'on... Exactement. Et puis, juste autre petit souvenir personnel, vous savez, ça c'est la mine anti-char, elle est spectaculaire, elle a un effet dévastateur, mais vous avez dans le vice de la mine d'autres modèles, je pense à des mines sauteuses italiennes ou chinoises, que j'ai vues notamment en République centrafricaine et au Soudan, et qui avaient cette vertu paradoxale d'exploser non pas au moment où vous touchiez, par exemple du bout du pied, mais elle sautait à peu près à 1,50 m pour causer le maximum de dégâts au niveau du thorax, et donc être fatale. Et je me souviens avoir arpenté des rizières au Cambodge, où mon guide me disait « tu mets exactement ton pas dans le mien ».
au millimètre près. Car, m'expliquait-il, des enfants du village, 20 ans après, 25 ans après, étaient mutilés par ce legs obscène que sont les mines. Alors simplement, je reviens sur ce que disait François Hesbourg. Oui, les moyens existent, je pourrais vous en faire une liste, mais ils sont à ce stade honnêtement insuffisants. Vous avez par exemple 6 modèles de Léopard 2R allemands qui sont équipés d'un dispositif anti-mine. Il y en a 3 qui ont été neutralisés. Qu'est-ce que c'est un dispositif anti-mine? Alors, il y a plusieurs techniques. Un peu le même principe que le tracteur qu'on découvrait tout à l'heure. Voilà, vous avez d'une part ce qu'on appelle les engins de bréchage. Brécher, ça veut dire ouvrir une brèche, justement, dans un champ de mine, dont au passage, la topographie est à la fois illisible et mouvante, à cause du fait qu'il n'y a pas de plan de minage et que, par exemple, le phénomène de la destruction du barrage de Kakhovka a disséminé les mines. Donc l'engin de bréchage, il est doté d'un équipement qui lui permet d'ouvrir le passage. Vous avez un peu comme celui-là, là, celui qu'on... Oui. Et vous avez d'autres systèmes qui, par exemple, sont équipés d'explosifs. Ce sont des charges explosives qui vont faire péter les mines à l'horizontale, ce qui peut d'ailleurs avoir le mérite aussi de bousculer les dents de dragon quand il y en a. Vous savez, ces fameux dispositifs bétonnés qui empêchent la progression. Donc, tous ces dispositifs-là existent, et il y en a encore d'autres. Il y en a qui ont des ponts déployables. Ça, c'est des engins de franchissement pour passer au-dessus, par exemple, d'une tranchée minée. Tout ça existe. Mais honnêtement, pas en nombre suffisant sur le terrain à l'instant T. Moi, j'ai une question vraiment, alors là, de premier degré, de celui qui ne connaît rien à la chose militaire. Quand ces engins-là, alors celui-ci ou celui-là, bref, ces engins de déminage, on voit les mines exploser là à son passage, quand ils tentent d'opérer une brèche, d'ouvrir un passage pour qu'ensuite l'infanterie, les blindés puissent passer dans leur sillage, est-ce qu'ils ne sont pas immédiatement repérés par des drones et qui sont à ce moment-là sous le feu de toute l'artillerie russe de la région? D'abord, vous avez raison, ça c'est un vrai risque, et c'est un vrai risque pour tous les engins qui se trouvent en pointe dans l'offensive. Et ça c'est exact. Donc comment est-ce qu'on peut le faire? Mais il y a aussi un autre aspect qui a été évoqué par... Mais sur cet aspect, pardon, François, on a du mal à comprendre comment une brèche peut être ouverte. L'autre aspect, c'est celui qui a été évoqué par Isabelle. C'est que si votre brèche est étroite, et ce qui est par définition le cas, c'est que la brèche a la largeur de l'engin de déminage, là en l'occurrence, à ce moment-là, l'adversaire vous a canalisé. Il sait quel est exactement l'endroit où il peut avoir même configuré son champ de mine de façon à ce que vous soyez amené à vous déplacer vers là où il souhaite que vous déplacez sous le feu de son artillerie, qui reste la façon quand même la plus intéressante de détruire en grand nombre. C'est comme ça que ça se passait d'ailleurs dans la guerre du désert que j'évoquais tout à l'heure à Montgomery. Et du coup, quelle est l'issue? Encore une fois, ça dépend du rapport de force. Vous avez suffisamment d'engins de bréchage, vous avez suffisamment de ces fusées anti-mines. Alors, la fusée anti-mine, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle détruit sur tout un espace et pas simplement sur un chemin. L'adversaire ne vous a pas canalisé. Tout ceci pour dire que la première phase d'effort de l'offensive, lorsque cette phase aura commencé, elle va consister effectivement à essayer de pousser à travers ces obstacles. Par ailleurs, les obstacles eux-mêmes, leur existence, elle est connue. Les satellites ont suivi jour après jour le creusage des fossés anti-chars, la mise en place des dents de dragon qu'évoquait Vincent, et ainsi de suite. Mais de la même façon que les plages du débarquement qui étaient fortement minées par endroits en France le 6 juin 1944, ça n'a pas empêché le débarquement de réussir. En ouvrant des brèches également. Il faut les engins nécessaires en nombre suffisant, avec une organisation intelligente des moyens pour éviter, ce que vous évoquez à juste titre,
De servir de cible. De servir d'aimant aux drones tueurs adverses. Oui, Jean-Claude. Deux observations, David, aux deux questions que vous avez posées. Vous avez demandé d'abord si on était surpris. Je pense qu'on a oublié que, encore très récemment, il y avait des politiques, il y a des campagnes qui indiquent qu'au Cambodge et ailleurs, en Afrique, il y a eu une utilisation massive de mines jusqu'à une période récente. On avait encore ces campagnes et donc on ne peut pas être surpris que ces mêmes engins soient utilisés dans une guerre dont on a déjà dit, utilisation de moyens modernes, utilisation d'éléments anciens. Et vous avez dit tout à l'heure de vieux engins, j'ai envie de dire, ce qui fonctionne, malheureusement, fonctionne. Et donc, l'histoire, en examinant l'histoire récente, on s'aperçoit que tout récemment, mais nous avons oublié, tout récemment, dans des conflits modernes, ces mines ont été utilisées. Première réponse à votre question. La deuxième question, vous avez demandé issue. Je pense qu'évidemment, c'est un ralentissement dans ce démarrage d'offensive, mais ça vient nous rappeler simplement. Tout d'abord, les Ukrainiens sont tactiques et ils savent très bien qu'un certain nombre, une partie du territoire a été minée et que par voie de conséquence, ils allaient devoir déminer ou trouver des solutions. C'est vrai, mais enfin, ils ont perdu des engins dans les toutes premières heures. Bien sûr, mais ça n'est pas parce que vous prévoyez que vous savez que vous n'avez pas des pertes. On sait très bien qu'il va y avoir, ils le savent, il va y avoir des pertes. En revanche, ce que cela nous rappelle, ce sont deux choses. Tout d'abord, la guerre, effectivement, va prendre un certain temps et qu'on est au début de cette contre-offensive et que les choses ne seront pas réglées en quelques semaines. Et la deuxième chose, je crois que Zelensky a eu l'occasion de dire et redire, c'est là où le besoin d'aide est important parce qu'on disait à l'instant autour de cette table, il faut du matériel pour déminer, il faut du matériel pour pouvoir réagir assez rapidement. Et c'est là où on se dit, ben oui, c'est l'aide